Donc cette constante B, elle est fonction de pointe. D'accord? Parce que le pointe, il est constant. Il est où le pointe? Il est dans la constante B. Donc voilà, on a obtenu nu7 en fonction de Reynolds. Maintenant, comment obtenir nu7 en fonction de pointe? Est-ce qu'on va refaire la même expérience? Même pas. Je vais vous dire comment on fait. Log de pointe. Ici, log de nu7. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va fixer les notes cette fois-ci. Fixer les notes, ça veut dire quoi? Je ne vais même pas faire l'expérience, je vais utiliser les mêmes cours que vous avez fait. Fixer les notes, ça veut dire je fixe les notes ici. Les notes 1. Et je monte. J'arrive à ce point. J'ai la valeur de nu7 et j'ai même la valeur de branche puisqu'elle est là. Donc j'obtiens un premier point. J'ai nu7 et j'ai branche. Je continue, parce que je fixerai, n'oubliez pas que le note il est fixé. Je remonte. J'obtiens un deuxième point, dans lequel je lis ici le nu7 et je lis ici le nombre de points. Donc j'ai un autre point. Eh bien, je continue jusqu'à la troisième courbe, j'ai un troisième point. Je lis nu7, je lis 30 ici, c'est 33, et donc j'obtiens. Voilà. Ça me permet de tracer cette courbe-là. Donc ceci à Reynolds 1. Si je veux à Reynolds 2, un autre Reynolds, par exemple celui-là, on met juste pile avec ses points. Donc ici c'est Reynolds 2. Reynolds 2. Et ici c'est Reynolds 3, par exemple, si je veux. Et donc j'obtiens de cette manière 3 courbes aussi, avec 3 points chacun. Reynolds 2, Reynolds 3. Donc elles auront la même forme. Donc là aussi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'obtiens log de nu7 sur une constante B égale M log de 30. Et dans le M, qu'est-ce qu'il y a? Ah, pardon, dans le B. Donc là aussi, vous aurez nu7 égale B fois log de 30 à la puissance M. On gravise. Ah, pardon, C. Alors j'ai fait B, donc C ici, C. Donc dans le B, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une constante et puis un branche. Et dans cette constante C, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une constante et il y a aussi le nombre de Reynolds. Or le Reynolds, on sait comment il varie. En combinant les deux constantes, vous aurez égal une autre constante A, Reynolds à la puissance N, 30 à la puissance 1. Et vous obtenez donc cette loi à partir de l'expérience. Mais voilà. Seulement, à quoi servent aussi ces expériences? Ou bien cette analyse dimensionnelle? Eh bien, elle sert à utiliser des maquettes. Utiliser des maquettes, par exemple, quand on veut fabriquer un avion, on ne sait pas s'il marche. On ne va pas le fabriquer, le tester après. S'il ne marche pas, c'est de l'argent qui est parti dans l'air. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des tests sur des maquettes. Par exemple, la même chose, transfert de chaleur dans un grand tuyau, un grand chauffage, quelque chose comme ça. Et au lieu de fabriquer cette installation, eh bien, on va faire des essais, c'est-à-dire ces expériences-là, du REH, on va faire ces essais sur un dispositif de laboratoire. C'est-à-dire, on va dessiner toute l'installation à l'échelle réduite. Donc, entre l'échelle réduite et l'échelle réelle, entre les deux, il doit y avoir une similitude, une certaine ressemblance. Parce que s'il n'y a pas de ressemblance, on ne peut pas appliquer les résultats. Par exemple, on ne peut pas utiliser les résultats obtenus sur un hélicoptère et les appliquer à un avion de ligne. Ce n'est pas possible. Donc, il faut une certaine similitude. Donc, cette similitude, cette ressemblance, elle doit être d'abord géométrique. Par exemple, si le modèle réel, c'est un tube cylindrique, on doit faire des expériences sur tube cylindrique, mais pas forcément le même diamètre. On peut travailler avec un diamètre réduit et les résultats peuvent s'appliquer facilement. Donc ça nécessite une similitude, bien une ressemblance géométrique, ça nécessite une ressemblance dynamique, trop dynamique. C'est-à-dire, on aura le même régime d'écoulement. C'est-à-dire,
pas forcément la même vitesse, mais le même nombre de Reynolds. Vous voyez? Donc, même nombre de Reynolds, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le modèle réel, ils ont un grand diamètre, une petite vitesse. Dans le modèle de laboratoire sur lequel on va faire les tests, on garde le même nombre de Reynolds, mais on va travailler avec un petit diamètre. Donc si on travaille avec un petit diamètre, on veut garder le même nombre de Reynolds, eh bien, on va avoir une vitesse plus grande. La même chose pour les propriétés physiques du fluide. Mais les fluides ne posent pas beaucoup de problèmes parce qu'on peut utiliser le même fluide. Par exemple, pour l'avion, on utilise l'air, aussi bien dans le modèle réel que dans le modèle rêvé. Donc vous voyez un petit peu l'utilité de cette analyse dimensionnelle qui est très intéressante. Voilà donc comment obtenir le H par les expériences. Eh bien, dans la littérature, c'est-à-dire dans les livres de transfert de chaleur, vous allez trouver un bon nombre de corrélations ou bien de formules qui vous donnent le nombre de recettes en fonction du régime d'écoulement et des propriétés physiques du fluide pour différents types de géométrie, pour différents types de régimes et différents types de conditions aux limites. Parce que les principales conditions limites que nous connaissons, c'est température de paroi constante, Tp, ou bien flux de chaleur constant à la paroi. Donc, à titre d'exemple, je vais vous donner dans le cas d'un tube cylindrique. Donc, transfert de chaleur dans un tube cylindrique. Transfert de chaleur dans un tuyau. Dans un tuyau. Donc, si on a un régime laminaire, eh bien vous aurez tout simplement nu7 égale, j'ai écrit nu7D égale 3,66 si on a Tp constant, c'est-à-dire condition limite, température à la paroi intérieure du tube, c'est Tp constant. Si on a une densité de flux constante, eh bien vous aurez 4,36. 4,36 pour QP constant. Quand on dit QP, ça veut dire densité de flux à la paroi. Donc on chauffe le tube par une résistance électrique, par exemple. Donc vous constatez que dans ce cas-là, dans le régime laminaire, dans un tuyau, et on est loin de l'entrée du tuyau, parce que le phénomène de l'entrée du tuyau, à l'entrée dans un tuyau, il y a toujours un écoulement un petit peu agité qui va s'installer progressivement pour devenir laminaire et s'organiser complètement. Donc, les valeurs sont constantes. Mais dans le cas du régime turbulent, vous allez avoir, on aura autre chose. Qu'est-ce que c'est que l'U7D? Ben, l'U7D, c'est l'U7 basé sur le diamètre, tout simplement. C'est-à-dire à la place de L, comme on l'a vu tout à l'heure, ce sera H fois le diamètre sur la conductivité, toujours du fluide, ne l'oubliez pas. Donc, si vous avez un régime turbulent, toujours dans le cas d'un transfert de chaleur dans un tuyau, et vous savez très bien que, en mécanique fluide, le régime laminaire, c'est lorsque le nombre de Reynolds est inférieur à 2000 à peu près. Et lorsqu'il devient largement supérieur à 2000, on a un écoulement turbulent. Eh bien, je vais vous donner la relation de Coulomb, qui a été obtenue par Coulomb. Eh bien, cette relation, mu7d égale à 0,023 Reynolds sur D toujours à la puissance 4/5 que multiplier le point à la puissance 1/3. Dans le cas d'un tube, j'ajoute un tube lisse. Parce que si le tube n'est pas lisse, ça va donner autre chose. Donc voilà une corrélation obtenue par les deux. Donc Reynolds aussi, pareil, on exprime Reynolds avec le diamètre au lieu de L, donc ce sera ρV fois le diamètre divisé par. Ah, de toute façon, on a utilisé le diamètre tout à l'heure, Reynolds. Et parfois, on utilise pour nu7, nu7L, c'est HL sur la conductivité.
On peut avoir du 7x, ce sera hx sur lambda, etc. Voilà, maintenant, on va passer à autre chose. Si on veut, par la théorie, obtenir le h, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit résoudre comme équation? On ne va pas les résoudre, je vous rappelle que dans ce cours, on ne va pas les résoudre. On a un exercice dans un cas très très simple où on va résoudre les problèmes. Donc, comment on fait? Donc, je vais appeler ça ce paragraphe 2, équation de la